Moi, je suis super ravi de te recevoir parce que, bon, Pascal, il va vous raconter un petit peu son parcours parce que tu fais partie des pionniers du digital, c'est ça? Ouais, il y en a encore un sur le sujet, mais il a un parcours intéressant. Voilà, tu vas nous le raconter. Et puis, il y a pas mal de choses. Et puis, tu organises pas mal d'événements. Donc, c'est ce qui explique ton retard, c'est que tu es un peu speed parce que ce soir, il y a des événements à venir. C'est quoi ce soir, tu récompenses quel le DOH, Digital Autophone. Ah, ouais, ok. Et puis, tu as fait plein de trucs. Tu as notamment écrit un livre. Non, tu t'en souviens pas? Il y a un exemplaire ici, ça s'appelle Le Web français. Voilà, alors tu l'as pas écrit tout seul, tu l'as écrit avec Sophie Brownlee et Fabien Soyer. Histoire d'une épopée de ces pionniers. Ouais, je sais, ça fait un peu vieux parce que à l'époque où ces gens-là ont investi le web pour faire du digital et de la pub, beaucoup d'entre vous n'étaient pas nés. Mais c'est pas grave, puisqu'avec ce livre-là, c'est un sésame pour entrer partout. D'accord? Qui connaît Gilles Babinet? Bah, il est là-dedans. Et en fait, si un jour vous rencontrez des personnalités, si vous rencontrez, voilà, ou sur LinkedIn, vous voulez savoir, tiens, j'adorerais rentrer dans telle boîte, il y a peut-être votre futur employeur qui est là-dedans. Toujours intéressant. Donc, tu pourras peut-être aussi en parler. Et, moi, j'ai trouvé qu'une seule page intéressante, c'est celle de la 151. C'est parce que je suis dedans. Voilà, Pascal. Ouais, tu te souviens du haut de la page. Voilà. Et tu peux nous raconter un peu ton parcours avant de raconter un petit peu les meilleurs cas e-commerce, puisque c'est aussi pour ça que j'ai fait venir Pascal. C'est pour qu'il vienne vous montrer. Alors, c'est pas lui qui les a écrits, c'est pas lui, voilà, c'est lui qui a organisé les soirées autour du Cador, d'ailleurs en partenariat avec le MBMCI du pôle. Voilà, mais plus particulièrement, tu racontes-nous ton parcours parce que c'est toujours intéressant de voir que dans le digital, il n'y a pas une manière d'arriver à assouvir ses passions. C'est clair. C'est clair qu'il y a de multiples manières. Vous m'entendez bien, tous? D'accord. OK. Donc, je me mets suffisamment en retrait pour avoir un bon panorama. Oui, ouais, exactement. Ouais. Souvent, d'ailleurs, on commence à imposer d'être au premier rang. Mais bon, mais c'est sympathique également surtout de travailler, de parler un panorama large. Donc, bah, désolé pour ce retard, hein, surtout, effectivement, c'était lié au fait que ce soir, j'ai un des cadors autour du Digital Out of Home qui aura lieu. Et c'est une activité intense pendant la journée qui précède ce type d'événement. Donc, moi, je suis Pascal Gaillard, je travaille dans le digital depuis 1996 et mon arrivée dans le digital était très fortuite puisque je cherchais de l'information sur un moteur de recherche. À l'époque, Google n'existait pas et le premier moteur de recherche s'appelait AltaVista. Et au moment où j'obtenais mes résultats de recherche, je vois un panneau, un bandeau publicitaire. Donc c'est la première fois quasiment que je voyais des bandeaux publicitaires. Et il était noté dessus Space for Rent. Et je me dis, tiens, c'est bizarre, hein, c'est exactement la même chose que ce qu'on voit surtout dans l'affichage d'ailleurs à l'époque, quand un panneau n'a pas de publicité, ben, on met en avant le fait il est à louer. Et donc sur le digital, je me suis dit, tiens, c'est quand même bizarre. Ça veut dire que sur ce média qui n'existe quasiment pas, il y a déjà des espaces publicitaires à vendre. Et alors plutôt que d'acheter l'espace publicitaire, puisque ce n'était pas mon rôle, je n'étais pas annonceur ou je n'étais pas directeur marketing dans une boîte, j'ai envoyé tout simplement mon mail, un mail et mon CV au webmaster. Et le truc, c'était vraiment webmaster at digital, at altavista.com pour le coup. Et 48 heures plus tard, j'étais quasiment convoqué à Paris par une personne, un Écossais, qui était en train de constituer une régie publicitaire, la première régie publicitaire Internet sur le territoire européen et qui très rapidement en fait m'a recruté parce que j'étais un des premiers à avoir non pas répondu à une annonce, mais provoqué une réaction spontanée par le fait que ce support publicitaire m'intéressait. Et ensuite, bah, finalement, pour vous la faire très courte, ça a démarré mon histoire sur le web, qui a duré jusqu'à 2016 en termes de commercialisation d'espaces publicitaires et de direction de filiales de groupes dans la publicité digitale, donc pendant 20 ans.
Et à l'issue de ces 20 ans, j'ai créé donc une nouvelle activité, ça c'était en 2017, autour d'un constat, celui que j'ai eu au travers de... Et ça, c'est là qu'il sera, le sujet deviendra un petit peu plus intéressant pour vous, autour d'un constat, c'est que depuis plus de 20 ans, les Américains, d'ailleurs plus de 30 ans, puisque la révolution informatique précède à la révolution numérique, et ils ont été très bons dans l'approche de cette démarche, vendent les Américains, la culture américaine vous permet de vendre ce que vous faites par rapport à ce que vous avez déjà fait. C'est-à-dire que nous, on est très académique dans nos approches. Il faut un développement oratoire, académique, très théorique, avec des notions de cartésianisme, mais pas toujours pour vendre une solution. Les Américains, ils se contentent de dire, voilà ce que j'ai fait avec un tel, je peux le faire avec vous. D'ailleurs, vous voyez très souvent dans les publicités américaines, tant de personnes, 50 millions d'Américains consomment ce produit, et vous. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait, nous, on n'a pas cette culture-là. Par contre, cette culture, elle a fait que ces 30 dernières années, on s'est fait complètement inonder par le marketing américain. On est tous devenus un peu américains dans notre approche aujourd'hui. Il y a vraiment une américanisation de l'entreprise et de l'économie. Par contre, on ne se bagarre pas avec les mêmes armes parce que culturellement, on ne parle pas autant, on est plutôt discret, on est secret, voire mystérieux, parano dans certains cas. Et là, ça crée ça crée en fait une vraie, j'allais dire discrepancy, mais ça crée en fait une vraie distinction entre notre culture et celle des Américains. Et une des raisons pour lesquelles on est tous aujourd'hui sur Google, sur Meta et tous ces trucs-là, c'est qu'ils ont su, à partir de technos qu'on aurait tout à fait été capable de développer, nous, en France, ils ont su inonder l'ensemble du marché et du monde et avoir des milliards d'utilisateurs. Et aujourd'hui, les Chinois ont compris, les Asiatiques ont compris spécifiquement ce type de démarche-là et font exactement la même chose. Donc on a quelque chose à modifier, nous, dans notre algorithme intellectuel et culturel économique européen, puisque ce n'est pas que le français, c'est mettre en avant ce que l'on fait et surtout euh, clamer en permanence qu'on est les leaders. Et c'est en clamant en permanence qu'on est les leaders qu'on le devient. Ça, c'est la raison d'être des cadors du digital, donc qui est cette nouvelle activité autour de l'événementiel que j'ai créée en 2019, qui consiste à mettre en avant ce que font les entreprises en France autour du digital et au travers de l'ensemble des métiers qui sont aujourd'hui de facto associés aux solutions digitales. Alors, le métier le plus classiquement associé à ça, ce sont les métiers de la publicité, du marketing, du commerce, puisque les deux grandes, les deux grandes masses, quand on parle de grandes masses économiques autour du digital, c'est le e-commerce qui a plus de 30 ans en France et qui représente 140 ou 150 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. La publicité en ligne, qui représente pas loin de 7 milliards d'euros d'investissement annuel. Donc là, on a des vraies grosses masses économiques dans lesquelles il y a beaucoup d'emplois. Ce sont des beaux gisements d'emplois. Et les entreprises, elles font des trucs absolument géniaux, mais par contre, personne ne le sait. Et donc, l'idée des cadres du digital, c'est au travers de multiples événements, il y en a 28 dans l'année, ce sont des grandes soirées avec des grands dîners. Ça, c'est très anglo-saxon. 28 soirées. 28 soirées cette année, oui. Waouh. Je sais pas si vous y rendez compte. Déjà, organiser une soirée, c'est chaud. Oui, c'est chaud. Ouais. 28 dans l'année. Ouais. Il y en avait 8 en 2019, et après, le Covid est arrivé. Et paradoxalement, il y en a 28 maintenant. Ça veut dire que le Covid a aidé. C'est vraiment Ouais, bien sûr. l'antithèse du système, c'est que c'est pendant le Covid que cette série, en plus, s'est développée. Donc, le principe, effectivement, est de scanner l'ensemble des métiers qui sont associés au digital. Alors, les métiers, il y a vraiment tous les métiers du marketing, il y a également les métiers de l'IT, cybersécurité, il y a les DRH qui sont aussi très entourés de solutions digitales, et de leur montrer, de leur présenter ce que d'autres entreprises ont fait associées à des solutions qu'elles ont déployées. Et c'est l'occasion de mettre en avant les équipes, surtout les équipes projets qui ont travaillé sur ces déploiements. Donc là,
je pense que l'ensemble des étudiants, des diplômés des écoles actuelles seront obligatoirement amenés à travailler sur des projets qui seront mis en avant et pour lesquels ils recevront des prix dans les années qui viennent, puisque c'est vraiment une culture qui est en train de véritablement se développer ici en France. Ouais, on était au Grand Prix stratégie, je suis désolé, des stratégies digitales d'hier soir, puisque l'école est partenaire de ce Grand Prix. Et effectivement, les étudiants, certains, je sais que l'année dernière, certains d'entre vous ont participé, pas tous, malheureusement, à un jury de sélection où ils devaient eux aussi se mettre dans la peau de professionnels qu'ils sont devenus pour derrière sélectionner la meilleure campagne dans le digital, etc. Cette année, c'est Itch qui a été récompensé sur de l'IA pour changer la vision des banlieues, tu vois. Et voilà. Et le Grand Prix des stratégies digitales, c'est Oasis avec l'opération qu'ils ont montée avec Joule. Tu vois, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, ouais, effectivement. Et on se rend compte d'ailleurs que alors, on avait fait la même démarche sur les cadeaux e-commerce avec vos collègues et confrères Du du MBA? MBA MCI, un Ouais. jury étudiant, où on se rend clairement compte que les gagnants, les lauréats, sont souvent très proches. Donc, ça veut dire que ce qu'on appelle les bonnes pratiques, les best practices, elles font souvent l'unanimité ou voire une grosse majorité parce qu'on voit clairement ce qui peut se développer de manière massive à partir d'un dispositif qui a été mis en place à un moment donné. Ok. Et sur les cas que tu... Enfin, tu en as beaucoup, tu en as vu beaucoup. Toi, tu les vois tous. Alors moi, je les vois tous, effectivement, parce que le principe, c'est de pouvoir présenter à des jurys des palmarès qui sont déjà préorchestrés pour que ce soit plus simple à gérer pour eux. Ouais. C'est combien de Euh, cas en moyenne par catégorie? Combien de cas qui sont soumis? ça dépend des événements. Ça Il y a dépend. l'événement performance marketing qui est le plus important, c'est jusqu'à 7-8 cas par catégorie. Donc ça fait D'accord. 60 dossiers sur l'ensemble 60 de dossiers, l'événement. d'accord. Ok. Mais sinon, en moyenne, c'est plutôt entre 15 et 20 dossiers. Entre Ouais. 15 et 20 dossiers. Par contre, ça fait 500 cas déployés, célébrés dans l'année. Et ça, c'est un chiffre vraiment important parce que ce n'était vraiment pas le cas au tout début. Ouais. Et y compris d'ailleurs avec cette dynamique qui est entrée, qui est entrée en puissance, on a aujourd'hui l'ensemble des organisateurs d'événements du marché bénéficient en fait de cette montée en puissance de cette culture. Et il y a de plus en plus de cas qui sont présentés Ouais. dans chacun des événements. Ça, c'est super important parce qu'en fait, vous verrez, vous allez vous apercevoir, pour certains, c'est peut-être déjà le cas, qu'il y a énormément d'animations aujourd'hui sur le marché. Il y en a qui sont importants, il y en a qui sont importants pour l'industrie. La semaine prochaine va démarrer les Lions de Cannes. Vous connaissez les Lions de Cannes tous? Les Cannes Lions? Ok. Oui, voilà. Si, alors pas que les meilleures pubs, puisqu'en fait, c'est l'association. Les Lion Can, ça récompense la meilleure campagne d'affichage, de cinéma, enfin, cinéma peut-être pas, moi, peut-être moins, Tout média, oui. tout média, mais le digital a pris un- une empreinte assez majeure. Donc, tu as les titanium, je vois, pas titan. Et c'est toute une semaine où l'ensemble des acteurs du marché se retrouvent. Pour la petite info, c'est quand même un secteur où, quand je dis l'ensemble du marché, mondial. C'est-à-dire, vous avez les grands patrons des grands groupes, des grandes agences, des principaux, vous avez des personnalités. Ils ont eu Elon Musk, bon, il est partout, on a eu Vivatech, etc. Bref, c'est un moment d'échange, donc c'est un moment aussi du business. C'est un moment intéressant où il y a des conférences où les conférenciers sont en tongs et en short, c'est ça aussi. Ils ont de la Ouais, chance ouais, hein, ouais, par sur les rapport à plages toi. privées. On Et se met en bord voilà, le soir uniquement. exactement. Les Lyon Cannes, c'est vraiment sont un moment important. Mm. Voilà, et j'espère, je souhaite, et ça serait génial que certains d'entre vous puissent un jour participer à ce genre d'événement dans votre carrière. Moi, j'en ai eu deux, Lyon. Un bronze et un argent. Ouais, moi j'ai eu deux lions, un bronze et un argent pour deux campagnes dans l'histoire. Et c'est quand même une reconnaissance de vos pairs, des acteurs du marché,
qui est toujours intéressante à avoir dans ce genre de choses. Et je pense que les cadors, c'est pareil, hein. C'est peut-être pas C'est le le même même niveau, principe. mais en tout cas, c'est aussi C'est le même intéressant principe. d'avoir cette reconnaissance par les pairs, puisque le jury, c'est un jury de professionnels qui va juger de manière positive et sans aucune arrière-pensée la valeur de ce qui est présenté. Donc la manière dont vous vous présentez, vous voyez, on vous embête avec les présentations, les use cases, comme on dit. Il y a même des boîtes qui sont carrément spécialisées là-dedans pour monter des use cases. Savoir raconter ce qui a marché et expliquer à votre grand-mère pourquoi vous avez cartonné sur telle ou telle campagne, parce que tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance, c'est quelque chose d'essentiel, je pense. Donc c'est vrai que souvent, avoir un cas, être repéré sur le marché, c'est aussi une manière de valoriser vos actifs, vos compétences et ce que vous êtes censé faire ou devenir demain sur le sujet. D'où l'importance, et c'est pour ça que j'avais demandé à Pascal de venir vous présenter quelques cas. Alors, tu peux nous présenter quelques cas, peut-être, de Alors, ton... Ouais, je vais vous présenter une première best practice. Alors, je reviens oui, pardon. simplement très Vas-y. rapidement au principe de ce que tu disais et d'un truc qui est absolument fondamental aujourd'hui. On est un bon professionnel quand on fait bien son boulot, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on fait bien son boulot, tout est un sujet interne autour du boulot, mais on est un bon professionnel quand on est également identifié dans son écosystème. L'écosystème, il est constitué de ses concurrents, donc des personnes qui ont la même fonction dans d'autres entreprises, des prestataires, des partenaires, puisque tous les fournisseurs de solutions apportent toute une dimension d'innovation qu'il est important de connaître. Et quand on est identifié à l'extérieur de l'entreprise, cette innovation, elle vient quasiment naturellement vers soi. Le fil d'actualité LinkedIn ne suffit pas pour avoir accès à l'INO. Il faut vraiment avoir autour de soi un écosystème de personnes qui sont capables aussi de sourcer cette démarche-là. Donc la première démarche, donc on est un bon professionnel quand on est visible à l'externe, et puis ça cultive deux éléments complémentaires. Le premier, c'est l'employabilité. Le jour où on est en recherche de job, bah, c'est quand même mieux d'avoir déjà une connaissance de ce qui nous entoure, quel type d'entreprise et quel type de secteur d'activité nous plairait pour pouvoir aller postuler. Et puis si on est déjà identifié, c'est déjà pas mal. Et puis le second, c'est plus tard, c'est ce qu'on appelle l'autorité professionnelle. L'autorité professionnelle, elle s'acquiert parce qu'on est reconnu, identifié comme un vrai pro, et elle s'acquiert d'une manière, certains le font en étant président ou au board d'organisations professionnelles. C'est une façon de le faire, donc d'avoir une activité hors de son job, mais qui correspond à une animation, à l'animation de l'écosystème, mais également aussi à monter sur scène régulièrement pour recevoir des prix, parce que là, c'est la même chose. Vous êtes identifié comme quelqu'un qui gagne, et ensuite, vous êtes potentiellement sollicité pour participer à des jurys. Et à l'occasion de ces jurys, vous rencontrez d'autres pairs. Et toute cette démarche-là, elle est vraiment dynamique. Elle progresse avec vous dans votre évolution professionnelle. Et au bout d'une quinzaine d'années, bah, vous pouvez faire un premier bilan de ce que vous avez autour de vous. Et plus vous rencontrez des cabinets de recrutement, plus vous montez dans l'expérience professionnelle, plus vous rencontrez des cabinets de recrutement qui vont vous dire, ou de chasse de tête, qui vont vous dire, ah oui, vous savez, en priorité, vous, le job, vous allez le trouver dans votre réseau. J'ai rien sous la main aujourd'hui, il n'y a pas d'offre C'est sur le clair. marché. Par contre, vous pouvez trouver, grâce à votre réseau, vous pouvez identifier tous les éléments qui vont vous permettre d'aller chercher votre prochain job. Donc, on est de plus en plus autonome en montant en carrière, en progression. On doit être de plus en plus autonome sur cette logique d'employabilité, surtout dans des métiers nouveaux comme ceux qu'on connaît, qui sont très récents, pour lesquels l'écosystème, il est vraiment très circonscrit. On le maîtrise bien. C'est quelques milliers de professionnels. C'est pas encore des centaines de milliers de professionnels. Et donc, on peut très bien voir qui a besoin de qui et comment vont évoluer les choses, qui va être la prochaine vague de grands recrutements. Là, aujourd'hui, les grands recruteurs, ce sont les grandes entreprises qui ont fini par se dire, il faut absolument qu'on soit sur le digital, il faut se staffer, il faut monter des équipes, et il faut maîtriser une partie la plus large possible de la chaîne de valeur. Et ensuite, effectivement, on pilote des prestataires, on pilote des acteurs qui vont nous aider pour le déploiement des solutions. Par contre, dans le cœur du système, dans l'entreprise, il faut qu'on ait toute l'intelligence déjà, surtout avec ce qui nous arrive avec l'IA générative. Il vaut mieux avoir des personnes en interne pour gérer ces sujets-là, plutôt que de faire complètement confiance
à des partenaires externes qui ne vont pas nous aider finalement à fabriquer un historique et un patrimoine digital qui doit rester celui de l'entreprise. Donc là, pour le coup, vous arrivez sur le marché à un moment qui est vraiment crucial dans ces process de recrutement et de constitution d'équipes structurantes et fondamentales pour les entreprises. Oui, la Non, question. ouais. Le petit truc de plus que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il y a 5 ans, pour faire une vidéo comme ça, il fallait craquer 5 000 € et il y en avait pour 3 semaines, un mois. C'est-à-dire que vous faisiez le synopsis, le brief, preniez un acteur externe et un mois plus tard, vous avez la vidéo. Aujourd'hui, et ça, à mon avis, c'est crucial et c'est certainement de toute façon ce que vous faites, que tout le monde soit capable de fabriquer une vidéo solo, tout seul. Avec les outils qu'on a à notre disposition, c'est hyper simple. Et en une journée, on doit être capable de monter, de faire la post-prod et puis et le synopsis, la post-prod, de monter la vidéo pour qu'on soit capable de convaincre avec cet outil le plus rapidement possible et convaincre des dizaines de personnes. Yes. D'agences de province ou de cas qui viennent de toute la France. C'est pas simplement très parisien, parce qu'on sait que c'est très parisien quand même. Alors, un des principes des cadors, c'est de démontrer que le digital, c'est un truc hexagonal. C'est un système par lequel on peut casser le parisianisme à la française, parce que dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. En Angleterre, on s'installe un peu partout. Londres n'est pas le point central. Euh, en Espagne non plus. En Allemagne non plus. Tout est découpé en plus par Länder. Donc on est vraiment dans une logique où il faut absolument montrer que les professionnels sont les mêmes où qu'ils soient, qu'avec l'évolution du télétravail et du travail à distance, on peut créer des équipes complètement remote. Il y en a pas mal sur le marché déjà, des boîtes complètement remote où 100% des collaborateurs viennent quasiment jamais au bureau, et pour certaines, il n'y a plus de bureau. Et ce qui fait que les cadors sont visités très très souvent par des entreprises de partout. Alors il y a des cadors dans d'autres villes que Paris, il y en a 5 hors de Paris, dans des métropoles, et ça se développe de plus en plus. Et les clients sont, quoi qu'il en soit, toujours des clients nationaux ou internationaux. Après, j'avais deux questions pour toi, à moins qu'il y ait des questions dans la salle. Tu avais une question. Deux. Les autres métropoles dans lesquelles. Alors, Non, actuellement, il y a Montpellier. Il y a Montpellier et l'an prochain, il y aura Toulouse parce qu'en fait, bon, c'est pas très loin de Bordeaux. ce qui est démontré, c'est que dans une région, quand il y a 150 km entre deux agglos, on fait pas commuter les gens pour une soirée. Donc, dans les grandes régions où il y a des métropoles importantes, c'est un événement dans chaque métropole. Donc, il y a Aix-en-Provence pour la partie Aix-Marseille, il y a Nice, Nantes, l'Est, c'était Troyes, mais ça va être Strasbourg maintenant, Lille, et l'an prochain, Lyon, Bordeaux et Rennes Donc, à y l'année ajouter. prochaine, quand tu vas pouvoir poster tes cas à Bordeaux, c'est cool ça. Alors, moi, C'est ce que sympa, j'aime hein. bien, ouais, la deuxième question, c'est parce que souvent dans les cas ou dans les catégories, souvent dans les catégories qu'on a sur les récompenses, on a souvent un petit problème. C'est-à-dire que moi, par exemple, hier soir, quand j'étais à la remise des prix, il y avait le prix du Web3, ok. Ensuite, il y avait le prix du film sur Internet le plus long et le prix du film sur Internet le plus court. Bon. Franchement, en fait, c'est pas ça les catégories. En fait, moi, je trouvais, enfin, c'est mon point de vue, hein, que les récompenses qui sont parfois données, les catégories sont pas forcément très bien définies. Ce que j'aime bien dans les cadors, sans te faire de la publicité, c'est qu'en fait, tu reviens sur des fondamentaux. Par exemple, tu parlais des cadors sur le search. Je pense que tu es le seul aujourd'hui à parler de SEO, de search, sur les performances des campagnes, sur ces disciplines, qui, pour la petite information, c'est 44% des investissements des annonceurs. Ouais, Donc, en c'est clair. fait, il y a intérêt à être efficace sur le sujet. Donc, c'est vrai que c'est une bonne lecture, mais parce que je pense que c'est ton background aussi qui le fait. Oui, tout à fait. C'est la lecture de la compréhension des différents acteurs, de l'organisation, et que parfois, on subroge la création, parce qu'on met en valeur plus l'aspect créatif que la mécanique qui a permis à la création de trouver sa place dans un écosystème. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que ça récompense aussi des mécaniques ou des systèmes
qui sont novateurs, puisque c'est souvent là-dessus, c'est souvent le moteur de ça là-dessus. Je pense que tu partages ce point de Ouais, vue. exactement, complètement. En fait, le principe, ce qu'on doit trouver dans ces logiques, c'est la best practice, donc ce que tout le monde doit faire pour bien faire son job, et ensuite l'innovation. Qu'est-ce, qu'est-ce qui est en train de se développer? Quels sont les signaux faibles vers des nouvelles approches pour pouvoir les embarquer le plus rapidement possible? Et comme tu le disais, le meilleur moyen de convaincre, c'est d'être sur cette logique métier. J'appelle ça le geste métier. On a tous des gestes métiers qui sont liés, qui se développent et qui sont liés à nos compétences de départ et à ce sur quoi on est au quotidien. Et ces gestes métiers doivent être meilleur en meilleur. Ils doivent vraiment se développer avec le temps et avoir leur charge d'innovation en fonction des nouvelles tendances. Donc un dispositif est constitué de multiples gestes métiers orchestrés par des pros, et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Donc c'est toujours un écosystème avec un client final et son réseau de partenaires qui peuvent être des médias, des solutions, des agences. Mais en tout cas, c'est ça qui est aussi le constituant principal, c'est qu'il faut des compétences autour du sujet. Tout seul, ça ne marche pas, quoi. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des questions sur Pascal, sur ce qu'il vous a raconté Ouais, Alors, à l'origine, la logique, c'est dans une thématique, de la découper sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc la chaîne de valeur, ça comprend tout ce qui est en amont. Donc en amont, ça peut être le concept créatif. Et puis en aval, c'est les performances, comment on les visualise, le tracking, la data visualisation. Et généralement, il y a une dizaine de catégories au début, au premier événement. Et ensuite, le nombre de catégories se développe en fonction des sous-segments qui ont pu être identifiés ou qui naissent ou qui sont une nouvelle partie du tout. Et ensuite, les entreprises, en fonction de ce qu'elles ont entre les mains, elles postulent à une ou deux catégories qui correspondent à ce qu'elles veulent mettre en avant surtout. Ah bah en fait, certains vont découper le projet pour mettre en avant uniquement ce qui était à relever dans la catégorie en question. c'est-à-dire Donc, que par tu exemple, les peux, personnes vont dire, moi, ce qui m'importe, c'est le concept créatif. Donc, même s'il y a des perfs derrière, je veux mettre en avant mon concept créatif. ce qui veut dire que une marque et une agence peut proposer le même cas dans plusieurs catégories en fonction de la thématique avancée sur Exactement. le sujet. Oui. D'accord. Oui, oui, c'est clairement ça. C'est le principe du claim. Moi, je considère que là où j'ai bien fait mon boulot, c'est là. Donc, je mets en avant cette partie. Et d'ailleurs, il y a même un enjeu dans les cadors qui est assez marrant, qui est justement d'essayer de viser des catégories qui ne seront pas sursollicitées. Pour avoir plus de Donc, chances de gagner. pour avoir plus de chances de gagner et puis Oh, ils sont pour avoir plus de là. chances d'avoir mis le doigt sur une spécificité qui est soit nouvelle ou Ok, soit dont on sait qu'on est les seuls à avoir les assets pour le faire. d'accord. Bien. D'autres questions? C'est qui les régies de DOH? Ah, DOH, toutes les régies sont là, donc Média Transport, Cities Media, JC Deco. Alors, pour les grandes classiques, on va dire Giraudy, tous sont là. Et également des régies un petit peu nouvelles sur les nouveaux environnements, comme par exemple dans les taxis, dans les VTC. Donc, c'est DOH Heat qui présente cette partie dans les taxis. Il y a également les nouveaux acteurs. Vous avez vu pendant le Covid que beaucoup de panneaux se sont implantés dans les magasins. Donc en vitrine des magasins, il y a plusieurs milliers de panneaux maintenant dans les magasins, dans tous les C'est magasins de France. DOH In-Store, c'est ça? Donc ça c'est Turnadon. Il y a toute la partie galerie commerciale. Vous avez aussi de plus en plus de DOH y compris des gros DOH dans les magasins ou dans les centres commerciaux Westfield. Et là c'est plutôt les groupes propriétaires des magasins qui ont lancé des régies. Il y a notamment Imedia Center pour le groupe Auchan. Donc oui, il y a une vraie dynamique là depuis 4 ans sur le DOH. Les premiers cases, c'était en 2019 à peu près que j'ai commencé à avoir des cases en 2019. Et 5 ans plus tard, ça devient un événement en tant que tel, où là, on va mettre en avant 35 campagnes ce soir qui sont des trucs vraiment sympas, quoi, pour le coup. Il Mm. n'y a pas une régie qui sort du lot. Alors, c'est assez marrant.
les régies qui sortent du lot ne sont pas celles qui sont les concessionnaires des écrans, mais plutôt celles qui ont réussi le chaînage programmatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rêve de tout annonceur, c'est de pouvoir acheter son affichage comme il achète son display en publicité web. Et là, il y a des acteurs comme Displace, comme des agences comme Azerion, Mm. qui ont commencé à développer vraiment des logiques complètes pour aller, y compris jusqu'au Drive to Store, en utilisant des outils qui permettent de dire, bah, il y a eu tant d'affichage du panneau en question, tel jour, de telle heure à telle heure, et on a vu tant de personnes venir dans le magasin tel magasin du centre commercial. Donc c'est finalement cette logique de on veut tout tracer. Et c'est un grand enjeu malheureux. Alors, c'est un grand enjeu malheureux pour le moment pour les afficheurs classiques, parce que ce n'était pas du tout leur modèle économique. Ah ouais, non. Et là, aujourd'hui, c'est là où vous aviez l'habitude de faire des ordres d'insertion de 15-20 000 euros, vous faites des ordres d'insertion, bah, vous faites des ordres d'insertion, puis après, vous faites des factures de 600 euros. C'est pas la même. Donc, il y a une redéfinition Ouais. de l'ensemble du modèle économique associé à l'affichage, avec en plus une baisse de la structure de l'affichage classique versus cette montée en puissance du DOH. C'est bah, c'est le dernier média finalement qui n'avait pas encore été attaqué par le digital et qui était en train de s'y mettre à marche forcée parce que Bah oui, là, ils n'ont pas le choix. ils n'ont pas le choix. Ouais. La démarche RSE et compagnie. Donc, d'où l'importance de mettre en avant ce qui réussit pour que les autres se disent ah ben, on n'est pas seul dans l'hémicycle, pardon, et on a clairement de multiples possibilités de remonter en puissance. Mm. Ok, super. Je crois qu'on peut peut-être applaudir quand même Pascal Ouais, sympa, je qui vous a fait remercie. vraiment l'effort de venir. Je vous remercie de m'avoir Franchement, accueilli. franchement, je te remercie. Je sais le speed, ce que c'est le speedrun que tu as aujourd'hui, et je te souhaite bien du courage pour. Ouais, ouais, mais 28 cadors sur l'année. L'année prochaine, c'est combien? 50? Non, non, Un par alors jour, un par semaine? 50, ce sera à terme, mais par contre, c'est déjà 10 en région, et Ah oui, il y puis a la région aussi. Donc 10 en région, et puis une trentaine à Paris. Ok. Donc ça fait 40. Donc rendez-vous pour les futurs professionnels que vous êtes Oui, sur les oui, tout à fait. cadors Ouais. du digital avec Pascal. Je Et voilà, reconnaîtrai vos noms sur les. voilà, il a tous les noms sur tout le monde. Merci à toi, Pascal. Ici s'achève la première conférence sur le sujet.